Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le plan comptable général, à quoi il sert et comment il est structuré. Le plan comptable général, ou PCG pour les initiés, c'est un document qui vient fixer et normaliser la numérotation, le contenu et l'organisation des comptes d'une entreprise en catégorie. En France, il est issu de l'autorité de normalisation comptable, qui est une instance qui agit sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Ce document est remis à jour périodiquement afin de tenir compte des évolutions des pratiques des entreprises et de leur environnement technologique en perpétuelle évolution. Ce plan comptable est général car il s'impose à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Naturellement, chaque pays européen dispose d'un document équivalent pour réglementer sa propre comptabilité. Le PCG permet donc de standardiser les écritures comptables et rend ainsi possible la comparaison d'entreprises entre elles, ou bien encore rend possible la consolidation des comptes entre plusieurs subdivisions d'une même entité. Le PCG est divisé en 7 catégories plus une. Tous les comptes sont imbriqués de manière pyramidale et toutes les thématiques se retrouvent ainsi contenues dans un thème plus large qui est celui de la classe correspondante. Par exemple, on a dans la classe 6 une sous-classe correspondant aux services extérieurs, eux-mêmes contenant notamment les sommes versées correspondant aux primes d'assurance, et puis en particulier aux assurances multirisques. On trouve aussi dans la classe 6 les impôts et taxes, et plus précisément parmi tous les impôts et taxes, la taxe d'apprentissage. Le PCG est donc structuré selon une logique décimale idéologique. C'est-à-dire que chaque chiffre ajouté à droite vient préciser une sous-catégorie imbriquée dans la précédente. Concrètement, le premier chiffre d'un numéro de compte, c'est celui qu'on trouve à gauche et il correspond à la classe du compte, donc le numéro de classe. Le deuxième chiffre correspond à la sous-classe. C'est une subdivision de la classe. Le troisième chiffre correspond au compte, ou tout de moins correspond au poste, une sorte de famille de comptes. Et puis le quatrième chiffre correspond au compte, au moins sa formulation générale. En plus des 4 premiers chiffres, une entreprise peut ajouter des chiffres supplémentaires. Du coup, ils viennent apporter sur la droite, ils viennent apporter des précisions sur le compte en question. C'est ainsi qu'une entreprise constitue son propre plan comptable avec l'ensemble de ses numéros de compte, la plupart du temps à 8 chiffres. Les comptes 1 à 5 sont des comptes dits de bilan, c'est-à-dire qu'on les retrouve sur le bilan qui est dressé à chaque fin d'exercice comptable lorsque l'entreprise dresse un inventaire de son patrimoine à l'issue d'une année d'activité. Les comptes des classes 6 et 7 sont dits des comptes de gestion, c'est-à-dire qu'on les retrouve sur le compte de résultat, qui est un autre état financier qui est dressé en fin d'exercice et qui vise à calculer le résultat comptable de l'entreprise. Ce résultat résume toute une année d'activité et traduit la performance économique de l'entreprise sous la forme du résultat qui en est tiré. Le résultat, c'est tout simplement la différence entre les produits et les charges. Les comptes de classe 8, quant à eux, sont des comptes dits spéciaux. Ils sont utilisés pour régulariser certaines opérations en fin d'exercice. Mais nous ne nous arrêterons pas dessus, car cette classe-là n'est pas très utilisée pour les opérations communes et régulières lorsque les entreprises conduisent leurs activités tout au long de l'année. Alors, passons brièvement en revue chacune des classes du PCG afin d'avoir un aperçu de leur constitution. On voit ici que dans la première classe, on a ce qu'on appelle une classe qui est constituée de comptes de capitaux. Comptes de capitaux, donc on va retrouver notamment le capital qui a été versé par les associés dans l'entreprise. Et puis on va retrouver aussi un peu plus bas, en compte 106, dans le poste 106, notamment toutes les réserves légales, les réserves réglementées,
les réserves qui vont être constituées dès les premières années et tout au long de la vie de l'entreprise, afin d'assurer, de conforter en quelque sorte le capital qui a été versé par les associés à la création. On va retrouver éventuellement un compte d'exploitant en 108, et puis on va retrouver ensuite dans la sous-classe 11 le report à nouveau, et la sous-classe 12 le résultat de l'exercice. Autrement dit, on va retrouver ici le résultat ou les résultats cumulés des années antérieures, résultat de l'entreprise. Résultat au sens comptable, résultat qui vient du compte de résultat. En 13, on va trouver donc des subventions d'investissement. Attention à ne pas les amalgamer avec les subventions de fonctionnement, d'exploitation. Et puis donc des provisions ensuite en 14 et 15, provisions donc qui vont être constituées soit pour risque, soit pour charge, et donc qui restent néanmoins du capital au moment où on dresse le bilan. Et puis enfin, en compte 16 et 17, on va trouver des emprunts et des dettes. Les emprunts et les dettes, donc qui vont là aussi venir participer au financement de l'entreprise. Alors maintenant qu'on a vu les classes de compte, voyons un petit peu qu'est-ce qu'on a pu faire de tout cet argent. Ben, on l'a en partie immobilisé. Dans les immobilisations, donc c'est la classe 2, les comptes d'immobilisation, on va retrouver les immobilisations dites incorporelles, avec notamment bon, des frais d'établissement, mais aussi des frais de recherche et développement du fonds commercial, des immobilisations dites corporelles. Alors dedans, on va retrouver tout le foncier, les terrains, qu'ils soient nus ou aménagés, les constructions, les bâtiments, quel que soit le type de construction, que ce soit des installations techniques, mais aussi le contenu des bâtiments, donc avec le matériel qui est suffisamment imposant, des outillages, tout ce dont l'entreprise a besoin pour ses activités. Et puis ensuite, on va retrouver un peu plus loin, on va avancer jusqu'à la sous-classe 27, où on va retrouver les autres immobilisations financières. Alors 26 et 27, immobilisations financières, donc autrement dit, ce sont des participations que l'entreprise détient elle-même dans une autre entreprise, quelle que soit la forme de ces participations. Et puis enfin, on voit qu'on a en sous-classe 28 et 29 ce qui revient aux amortissements et aux dépréciations de ces immobilisations de la classe 2. En classe 3, on va avoir des comptes de stock. Alors les stocks, il y en a en gros 3 sortes. Des stocks de matières premières et de fournitures en 31, des stocks d'encours de production, que ce soit pour des biens ou des services, donc en 33 et en 34. Donc là, ça veut dire que on a des biens qui sont en cours de fabrication, mais qui ne sont pas encore terminés, qui ne sont pas encore prêts à la vente. Néanmoins, ils sont stockés temporairement et au jour où on dresse le bilan, et ils ont une valeur. Et puis, les stocks de produits en 35, donc de produits cette fois-ci finis, et on distingue les stocks de marchandises en 37. Et puis toujours cet aspect dépréciation de stock. Le stock ne va pas s'amortir, mais par contre il va se déprécier, et c'est ce qu'on va retrouver en 39. Le compte, la classe 4, ce sont tous les comptes de tiers. Alors les comptes de tiers, on va y retrouver les fournisseurs, de tout type. On va y retrouver, donc en 40, en 41, on va retrouver les clients. Donc ça, ce sont quand même deux grandes catégories très très importantes pour l'entreprise. En 42, on va retrouver le personnel. Et puis 43, la sécurité sociale et tous les organismes sociaux, donc qui correspondent à notamment toutes les cotisations qu'on va verser sur les salaires des personnels. 44, c'est l'État et l'ensemble des collectivités publiques, parce qu'il y a un certain nombre de taxes qui sont prélevées par ces entités-là. Et puis, en fait, les autres sous-classes sont beaucoup moins utilisées. Alors, on peut avoir donc les associés, éventuellement, en 45,
Et franchement, les autres sous-classes, voilà, on va les utiliser beaucoup moins souvent, donc je vais passer dessus rapidement. Les comptes de classe 5, ce sont des comptes dits de la classe des comptes financiers. Donc on va retrouver notamment toutes les valeurs mobilières de placement. Ce qu'on appelle les valeurs mobilières de placement, ce sont les actions et les obligations, donc qui seraient détenues par l'entreprise. On va y retrouver aussi en sous-classe 51, en fait tous les comptes de banques et établissements financiers assimilés, avec voilà, les comptes qui sont détenus par l'entreprise. Et puis le 52, les instruments financiers à terme, ça reste assez confidentiel, on ne les retrouve pas très souvent. Par contre, on peut retrouver la caisse, en 53. Donc la caisse, ce sont vraiment les espèces qui sont disponibles au siège de l'entreprise, voilà, qui sont dans un coffre-fort ou plus simplement une caisse métallique. Les comptes de classe 6, alors une classe très importante, avec tous les comptes de charge. Donc on va y retrouver tous les achats en sous-classe 60, achats de matière et de fournitures, d'emballage. On va y retrouver aussi en 604 donc les achats d'études et de prestations de services, les achats de matériel et d'équipement pour des travaux, les achats de marchandises en 607. On voit ensuite qu'on a en 61 tous les services extérieurs, avec notamment tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est location, les entretiens et réparations, les primes d'assurance dont je parlais précédemment. En 62, on va avoir les autres services extérieurs. Alors, en fait, tout ce qui est service extérieur, c'est ce qui va être, on va dire, directement imputable à l'activité principale de l'entreprise. Le 62, ça va être plutôt du plus en quelque sorte. Donc on va avoir le personnel extérieur à l'entreprise, à savoir le personnel intérimaire, avec ses rémunérations. On va avoir tout ce qui est publicité, publication, relations publiques. On va avoir les déplacements, les missions, les réceptions, les frais postaux et de télécommunications, les frais bancaires. Donc attention, hein, ce ne sont pas les possessions de l'entreprise qui sont détenues sur les comptes bancaires, mais là ce sont bien des frais bancaires. Et puis 63, tous les impôts, taxes et versements assimilés, que j'ai pris en exemple précédemment là aussi. En 64, toutes les charges de personnel, avec la rémunération du personnel, 641, 645, les charges de sécurité sociale et de prévoyance, et puis les cotisations sociales, alors de l'exploitant, rémunération et cotisations sociales de l'exploitant, éventuellement si l'entreprise est structurée comme telle. On retrouve aussi toujours dans la classe 6 les charges financières, avec notamment les charges d'intérêt, 661. Donc là, on va retrouver en fait l'intérêt qui va être payé sur les emprunts que l'entreprise a contractés. Quand on contracte un emprunt, eh bien, on va avoir à payer des intérêts d'emprunt. C'est ici qu'on va retrouver ces sommes-là, uniquement les intérêts d'emprunt. Et puis, on arrive ensuite sur les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions, donc qui sont là des charges calculées et qui ne sont pas dégrevées concrètement du compte bancaire de l'entreprise. On note aussi la présence dans la classe 6 notamment en 691, la participation des salariés au résultat. Donc là, ça va être une distribution aux salariés d'une partie du résultat pour en gros les féliciter et les encourager pour avoir produit le résultat positif de l'entreprise. Et puis en 695, les impôts sur les bénéfices, où on distingue notamment ceux qui sont dus en France et ceux qui sont dus à l'étranger. La classe 7, c'est la classe des comptes de produits. Donc là, cette fois-ci, c'est tout ce que l'entreprise va percevoir.
Donc on va avoir des ventes de produits et donc de biens et de services, mais aussi des ventes de marchandises. Donc tout ça dans la sous-classe 70. Donc prestation de services, vente de marchandises, vente de produits finis. Et puis on va avoir ensuite la vente de... pardon, on va avoir une partie de la production qui pourra être éventuellement stockée. Donc si elle est stockée, c'est quand même qu'elle a été produite au cours de l'exercice, donc on va la comptabiliser comme un produit. Et puis une petite partie de la production pourra être même éventuellement immobilisée en 72. Donc c'est-à-dire qu'une production immobilisée, c'est une production de l'entreprise, issue des, j'allais dire, des chaînes de montage de l'entreprise, mais dont les produits sont immobilisés, c'est-à-dire que l'entreprise les utilise à son propre compte, pour ses propres besoins. On va retrouver les subventions d'exploitation en 74, donc à ne pas confondre avec les subventions d'investissement qu'on a vu dans la classe 1. Et puis ensuite, on va avoir, je passe sur le 75, des produits financiers. Donc les produits financiers en 76, ça va être en fait les intérêts que l'entreprise va percevoir cette fois-ci du fait qu'elle a des comptes rémunérés dans des établissements financiers. Et donc cette rémunération financière des comptes, c'est ici qu'on va la retrouver. Et puis enfin, on pourra avoir éventuellement des produits exceptionnels. Je ne vais pas m'appesantir dessus ici. Et puis des reprises sur amortissement ou dépréciation. Donc là, c'est un petit peu l'opération inverse des dépréciations et des amortissements qu'on a vu en classe 6, sauf que ici, on les reprend, c'est-à-dire qu'on compte cette charge comme une charge négative, et donc du coup, ça devient en quelque sorte un produit. Et puis enfin, les comptes de classe 8 qui sont des comptes de classe, des comptes spéciaux, où en fait peut-être l'essentiel qu'on peut dire sur ces comptes-là, ça concerne le crédit bail, que ce soit un crédit bail mobilier ou immobilier, et donc on va recenser notamment les engagements, soit qu'on a donné, que l'entreprise a donné envers une entité tierce, puisque ce sont des engagements pluriannuels, et donc il s'agit ici d'arriver à les répartir en quelque sorte, les comptabiliser déjà d'une part, et puis les répartir sur l'ensemble des exercices concernés. Voilà une brève présentation du plan comptable général. J'espère que ça vous a éclairé sur cette structuration des comptes, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la comptabilité.